Alors vous avez des espèces qui migrent, et vous en avez d'autres qui disparaissent, et d'autres qui changent. Voilà, vous savez, les lemmings, vous avez entendu parler des lemmings, hein, ces rongeurs des pays du Nord, hein, qui, lorsqu'ils voient, par exemple, un été absolument fantastique avec des pluies, du soleil, et qui fait qu'il y ait beaucoup de nourriture, et bien les lemmings qui ont des périodes de reproduction extrêmement courtes, et bien se multiplient. Et à un moment donné, et bien vous avez les ressources végétales qui disparaissent parce que le grand hiver arrive. Et là, il y a beaucoup de lemmings qui meurent parce qu'il n'y a plus de nourriture. Voilà. Donc, vous avez là un exemple extrêmement cruel, hein, de la théorie darwinienne. Hein. Et c'est une crise qui se répète tout le temps. Hein, et donc, c'est la vie. C'est la vie. Et l'entreprise, elle est dans une vie. Voilà. L'entreprise est dans une vie. Et il y a des mutations. Et donc, personnellement, je pense que la crise, on est parti pour des années de crise. Et les crises, quand celle-ci sera résolue, un an après, il y en a une autre qui va arriver. Donc, c'est pas une fatalité, c'est la vie, c'est comme ça. Et on est dans une mutation parce que les environnements changent, les communications changent, il y a une globalisation de l'économie. Et bien maintenant, là-dedans, il faut qu'on s'adapte, il faut qu'on trouve son chemin. Hein. Un vrai entrepreneur, c'est quelqu'un qui est capable de s'adapter en permanence et d'adapter son entreprise. Et quand je dis s'adapter en permanence, hein, il y avait un auteur qui est Arturo Semler, qui a écrit un livre dans les années 90. C'était un playboy. C'était un playboy qui était le fils d'un très riche industriel brésilien, qui menait une très très belle vie avec des voitures de sport, une vie nocturne très intense, une vie sentimentale extrêmement fournie, et qui vivait très très bien dans le sud des États-Unis, à Miami, etc., alors que son père gérait le grand groupe industriel. Et un jour, son père, malheureusement, décède, je crois, dans un accident. Et donc la famille le rappelle en lui disant, voilà, il va falloir faire la succession. Personne ne pensait qu'il accepterait de succéder à son père, puisque sa fortune était faite. Et en fait, dans l'avion qu'il conduisait au Brésil, il a dit « je vais reprendre cette entreprise ». Et là, il a repris cette entreprise, il l'a complètement transformée. Et il en a fait encore un groupe, le groupe Semler, qui est très très important au Brésil. Et Arturo écrivait que pour changer son entreprise, il faut d'abord se changer soi-même. C'est pour ça que l'entrepreneur, avant d'adapter son entreprise, il doit veiller à s'adapter lui-même, se changer lui-même, sa manière de voir les choses, sa manière de sentir les choses, sa manière de raisonner les choses. C'est pour ça que je dis qu'un entrepreneur doit s'adapter pour pouvoir adapter son entreprise. Alors, l'environnement de l'entreprise change complètement. La logique n'est plus ce qu'elle était. Voilà, donc il y a le jeu concurrentiel. Vos concurrents d'aujourd'hui ne sont plus vos concurrents de demain. On n'est plus dans quelque chose qui est stable pour plusieurs années. Notre horizon, c'est un horizon de 2, 3, 4 ans. Alors que moi, lorsque j'ai commencé dans ma vie professionnelle, on faisait des plans stratégiques à 5-6 ans. Et d'ailleurs, c'était très drôle parce qu'on faisait des plans stratégiques à 5-6 ans. Et puis, à peine avait-on terminé le plan stratégique qu'on faisait un plan pour l'année suivante. Et la première chose qu'on expliquait l'année suivante, c'était pourquoi on ne réalisait pas les trucs qu'on avait écrits 6 mois plus tôt. Et on expliquait que voilà, et on passait son temps à programmer. Bon, et pendant le reste du temps, on travaillait. Mais actuellement, tout s'accélère. Et le jeu concurrentiel bouge. Les clients, les distributeurs, les consommateurs aussi bougent énormément. Ils changent tout le temps, ils sont zappeurs. Qui aurait dit, il y a 15 ans, qu'on achèterait de la musique, chanson par chanson, sans acheter de support matériel? Tout le monde, il y a 20 ans, on était arrivé avec la cassette, ensuite on a eu le CD, et puis maintenant le CD, ça va disparaître le CD, parce qu'on va tout télécharger. Et on va télécharger la chanson à l'unité. Moi, je me souviens, quand j'étais gamin, j'étais un fan des Beatles.
hein, eh bien, comme j'avais pas beaucoup d'argent, je m'achetais des petits disques 45 tours avec 4 chansons. Et puis quand j'avais un peu plus d'argent, j'achetais l'album vinyle dans son ensemble. Aujourd'hui, mon dernier fils qui a 20 ans, il achète pour 2,27 € une chanson d'un auteur qu'il a vu sur... il achète ça sur iTunes. Bon, le comportement du consommateur a complètement changé. Le consommateur, il est énormément zappeur. Hein, vous avez des gens qui peuvent acheter des produits de luxe, 1 heure après, ils vont dans le hard discount, 1 heure après, ils vont dans des magasins populaires. Donc, alors qu'il y a 25 ans, on raisonnait en catégories socio-professionnelles avec des pouvoirs d'achat et on faisait des grandes typologies de consommateurs. Fini. C'est changé. Et bien entendu, il faut être conscient de tout ça. De la même manière, les fournisseurs changent aussi. Hein, regardez, vous avez des concurrents qui sont vos fournisseurs. Hein, vous avez par exemple des concurrents avec lesquels vous vous alliez pour devenir fournisseurs de l'un et de l'autre, voire de tout le monde. Hein, ça fait longtemps que Renault et Peugeot produisent des moteurs ensemble. Donc tout ça évolue. La vision classique, manichéenne du business, c'est plus ça, c'est fini. Hein, et il faut en être conscient. Des produits de substitution, il en arrive tous les jours. Hein, et puis, des nouveaux entrants, c'est monnaie courante. Voilà, alors les frontières bougent constamment. Et puis ici, vous avez des alliances. Et on rentre de plus en plus dans des concepts qu'on appelle la coopétition. C'est-à-dire que vous allez devoir travailler avec vos concurrents. Et quand j'ai commencé dans le business, mes patrons exigeaient de moi que je leur trouve des idées fantastiques pour faire disparaître nos concurrents. Bon, fini. Ça, maintenant, on va regarder les concurrents, on va travailler avec eux, on va essayer de voir comment, ensemble, on peut créer de la valeur. Il y a une chose qui est très amusante, c'est que maintenant, on a beaucoup plus de chances de se voir attaquer, voire d'être rayé de la carte du business, non pas par un concurrent, mais par quelqu'un qui vient complètement d'ailleurs. Hein, regardez dans l'édition musicale. Hein, l'édition musicale, EMI, etc., tous les grands éditeurs de musique ont d'abord été attaqués par Sony. Sony, producteur de matériel électronique. Et Sony, lui, a été sorti par iTunes. Premier éditeur de musique au monde. iTunes. Hein, grâce à l'iPod. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui venait d'ailleurs. Et donc il faut faire très attention. EDF. EDF dans l'électricité. Son plus gros concurrent actuel, c'est IBM. Alors vous direz que centrale nucléaire, IBM? Non, IBM n'a pas de centrale nucléaire. Hein. Mais dans l'électricité, le véritable enjeu actuellement, eh bien, c'est la distribution intelligente de l'électricité. L'électricité, ça ne se stocke pas. Hein. Alors quand vous avez des centrales nucléaires qui produisent de l'électricité en continu, vous devez avoir des systèmes intelligents qui vont diriger cette électricité vers des lieux de consommation. Alors vous avez des trucs extraordinairement compliqués qui font ça et qui dirigent ça vers des lieux de consommation. Mais alors maintenant, c'est complètement différent, puisque vous avez des tas de gens qui se mettent à produire de l'électricité avec des toits photovoltaïques, avec des éoliennes, etc. Et donc maintenant, la production d'électricité se décentralise, devient diffuse et réinjecte du courant dans les grands réseaux de distribution. Et bien maintenant, il va falloir aussi prendre ça en compte et essayer d'être encore plus intelligent dans la distribution de l'énergie. En France, par exemple, le chiffre doit être faux, mais on doit être dans ces ordres de grandeur. En France, globalement, grâce à EDF et au système de distribution ERDF, on est capable de distribuer efficacement 92% de l'électricité qui est produite. Il y en a 8% qui sont en perte parce qu'on ne peut pas stocker l'énergie, on ne peut pas stocker l'électricité. Dans des pays moins sophistiqués, comme par exemple le Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, on en est à 87%. Bon, maintenant, l'enjeu, c'est d'approcher les 100%. Et IBM se positionne auprès des collectivités locales en leur disant, attendez, regardez pour l'eau. L'eau, qui est-ce qui négocie les tarifs de l'eau? C'est les consommateurs individuellement? Non, ce sont les collectivités locales qui passent
des contrats avec des producteurs d'eau qui distribuent l'eau et qui rendent aussi un service de facturation. Mais celui qui signe le contrat, c'est la collectivité. Et IBM est en train de proposer à des tas de collectivités, des grandes villes aux États-Unis, en leur disant, voilà, moi je vais mettre en place un système très intelligent, avec énormément de calculs, des gros ordinateurs, pour optimiser l'achat d'énergie comment dirais-je, la maximisation de l'énergie utilisée par rapport à l'énergie achetée. Et donc, IBM met en place des systèmes où on va acheter exactement ce qu'il nous faut. Et donc, pouvoir pressuriser les prix sur les producteurs d'énergie. Voilà, donc c'est des choses qui vont certainement changer dans les années à venir. C'est peut-être vos communes qui achèteront l'électricité pour vous, comme c'est fait avec l'eau. Donc tout change, tout évolue, et très souvent, eh bien, ce sont des gens qui sont adjacents à vos business, qui vont peut-être trouver une innovation qui va complètement remettre en cause votre organisation et les valeurs que vous délivrez à vos clients. C'est pas une crise, ça. C'est pas une crise, c'est une évolution, c'est une mutation. Bon, ça peut faire mal. Ça peut faire mal. Mais vis-à-vis de la crise, ce qu'on appelle la crise, il y a deux solutions. Soit on se dit c'est fatal et on va se pendre dans son four en ouvrant le gaz, ou alors on dit la crise, c'est une opportunité. Le paysage change, tout change, retroussons-nous les manches et essayons de trouver là-dedans des opportunités de changer ce qu'on fait. Alors, la posture du dirigeant, c'est essentiel. C'est ça qui est à la base de la réponse à la crise, que je récuse comme nom. La posture du dirigeant, vous avez la posture du dirigeant qui, comme Confucius, dit la vérité est dans le passé. Donc à partir d'aujourd'hui et dorénavant, tout sera comme d'habitude. Alors voilà, ça fait, vous pouvez plonger votre entreprise dans une glaciation pour quelques mois, parce qu'une glaciation d'entreprise, ça ne dure jamais longtemps. Donc vous avez cette attitude-là qui dit mon grand-père faisait comme ça, mon père faisait comme ça, il n'y a pas raison que ça change, et de toute façon, si ça va mal, c'est la faute de la crise, voilà, vous mourrez, l'entreprise mourra, avec une excuse. Il y a une autre position, c'est celle de la toute-puissance. Voilà, j'ai raison, et dans ce cas-là, on peut aller dans le mur avec énormément d'énergie et de joie.